Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Midrash Yehuda Manitou et avec Eliezer Charodotsky. Ça fait déjà presque plus d'un mois qu'on ne t'a pas vu. On est content de continuer la série avec toi sur la Judée-Samarie. Bravo Eliezer. Erev Tov. Erev Tov, je vous languissais véritablement. Ça fait, comme Yann l'a dit, un mois. Aujourd'hui, on reprend notre série sur l'histoire, pas seulement de la Judée-Samarie, mais surtout sur fond des débats identitaires et de l'État d'Israël comme État juif, comme État de ses citoyens, etc. Et on va voir un autre comment dire, reflet de ce lien qui est beaucoup plus étroit, beaucoup plus intriqué qu'on pourrait le croire. Notre rapport à la Terre, comme on l'a vu la dernière fois, c'était certes il y a un mois, mais cette idée, notre rapport à la Terre est révélateur à notre rapport à notre identité. Notre rapport à notre esprit, eh bien, il se reflète directement sur notre rapport à notre Terre. Je pense que c'est une identité unitaire qu'on retrouve lorsqu'on vient ici et qu'on va maintenant voir dans son expression presque historique. Je voudrais commencer, avec votre permission, avec quelques idées reçues. Quelques idées reçues qu'on répète sous forme véritablement comme langue de bois sur Israël, la Judée et Samarie. Première idée reçue, c'est que la Judée et Samarie, eh bien, ça occupe le centre de la scène publique en Israël depuis 1967, en tout cas. Et deuxième chose, c'est la principale pomme de discorde entre la gauche et la droite depuis, voilà, plus de 50 ans, 54 ans, encore 3 semaines, moins de 3 semaines, Yom Yerushalayim, 53 ans, qu'on a cette pomme de discorde qui nous divise et qui comment dire, rejette au second plan toutes les autres, tous les autres débats idéologiques, politiques et autres. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, que l'Haït-Yashvut, la présence juive, les localités juives, villes juives aujourd'hui en Judée, Samarie, Gaza, Golan, aller jusqu'à 82 dans le Sinaï, eh bien, c'est la source de l'hostilité arabe, c'est véritablement la pierre angulaire du conflit, c'est l'os qui est au travers de la gorge et qui empêche la paix véritablement de tourner en rond, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est deux idées reçues qui, aujourd'hui, elles sont, enfin, aujourd'hui un peu moins, Baruch Hashem, mais avec le processus d'Oslo, etc., c'était quelque chose qui était reçu même par les gens de la droite, même par certains colons, disaient, bah oui, effectivement, c'est nous la raison de toute cette hostilité, mais ça en vaut la peine parce que il y a la promesse divine, parce qu'il y a le mérite des patriarches, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a le Tanakh qui oblige, etc., etc. Le prix en vaut les chandelles, le prix en vaut les bougies, mais c'est vrai que nous sommes la source de ce problème. Eh bien, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que ces deux idées reçues, c'est ni plus ni moins qu'une véritable langue de bois dont le rapport à la réalité, eh bien, comme on dit dans les films, exactement, Yafo, et puis bon, ça va revenir, comme on dit dans les films, toute, comment dire, correspondance avec la réalité, ou toute, j'oublie, enfin bon, c'est vous qui allez m'aider, chaque fois que c'est que de la science-fiction, et puis si ça vous rappelle quelque chose, eh bien, ça tient uniquement à l'imagination. Oui. Quelqu'un a parlé ici des
des colons qu'on essaie, toute ressemblance, qu'on essaye d'expulser de Yafo, retourner chez vous, eh bien, vous voyez ça, on est arrivé à un moment où Gush Etzion, Hebron, etc., etc., c'est notre chez nous de Elon Moré qu'on nous renvoyait chez nous à Tel Aviv. Les choses changent, oui. Aucun rapport avec ce qu'on nous disait en France, en Russie ou ailleurs. Allez chez vous, allez en Palestine, et puis en Eretz Israël, on dit, mais retournez chez vous en Allemagne ou ailleurs. C'est-à-dire, on ne peut pas compter sur les autres pour nous donner notre place, mais c'est nous qui devons la conquérir. Et c'est nous qui devons la conquérir et en prendre possession, tout autant au niveau physique qu'au niveau de la conscience. Première question, première idée reçue que je veux démonter, déconstruire, comme on aime le dire aujourd'hui, c'est que la Judée-Samarie occupe la place centrale, est au premier plan des débats publics en Israël depuis 67. Eh bien, voyons. Commençons en 67. 67 à 70, il y a deux fronts essentiels qui occupent la conscience israélienne, juive et mondiale, donc, dans la mesure où ça touche au Proche-Orient. C'est le front de Suez, et d'un côté, à l'ouest, et c'est le front de la vallée du Jourdain, Bikat HaYarden, à l'est. C'est 3 ans de ce qu'on appelle Milchemet HaAtasha. On connaît mieux la guerre de Hatasha, la guerre d'épuisement menée sur le front égyptien, le long du canal de Suez. C'est là-bas qu'on porte les pertes les plus difficiles. La guerre d'épuisement menée sur le front est à la frontière jordanienne, elle est moins connue. Ce n'est pas une guerre qu'on mène contre l'armée jordanienne, mais c'est une guerre qui est menée contre des terroristes qui s'infiltrent le long de la vallée du Jourdain, de Beth-She'an et plus au sud, et qui sont ensuite poursuivis, pourchassés par la brigade Khativat HaYarden, la brigade militaire de Tzal, qui lutte là-bas et sur une terre qui en hébreu elle est appelée Eretz HaMirdafim, la terre des poursuites. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que cette chasse contre les terroristes est menée. Il y a, bien que ce soit un épisode aujourd'hui très peu connu, ça fait partie des guerres qui ont à peine un nom, vous savez, qui ont à peine une distinction, une médaille qu'on offre aux soldats et aux officiers qui ont combattu là-bas. La Milchemet HaAtasha, c'est un entre-deux-guerres, entre Sheshet HaYamim, guerre des 6 jours, et Yom Kippour, mais c'est une guerre qui a laissé pas mal de traces, entre autres, lorsque vous regardez sur le front jordanien, Be'eretz HaMirdafim, qui étaient les soldats qui tombaient là-bas, eh bien, c'était les commandants les plus hauts gradés. C'était des colonels, c'était des majors, c'était des personnes qu'on connaît de la guerre des 6 jours, c'était des commandants de brigade, des commandants de bataillons, et c'est là que c'est véritablement aussi formé ce mythe de Acharai, de après moi, que les pertes les plus lourdes, eh bien, ce sont les commandants les plus mieux gradés qui les portent. Mais pour revenir à notre histoire, eh bien, Eretz HaMirdafim, vallée du Jourdain, d'un côté, Égypte, c'est ce qui occupe, c'est ce qui attire le feu de tous les projecteurs pendant 3 années. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui nous occupe, c'est encore le front égyptien qui s'échauffe jusqu'à 73
avec les Russes qui envoient leurs armes, qui envoient leurs spécialistes pour former leurs pilotes, etc., etc., etc. Comment dire, l'attention israélienne se focalise sur le front ouest. Ensuite, c'est la guerre du Kippour, 73, et les suites de la guerre du Kippour, les accords intérimaires avec Kissinger, les navettes, de la diplomatie des navettes, etc., etc., etc. Tout cela, donc, à cette époque, la Judée-Samarie, on l'a déjà vu, elle fait une unanimité. C'est le Parti travailliste qui est au pouvoir, c'est le Parti travailliste qui initie le peuplement juif de la Judée, de la vallée du Jourdain, du Golan, du Sinaï, la Samarie, pas encore, mais il y a une unanimité, aucune controverse sur la Judée-Samarie. Ensuite arrive la paix avec l'Égypte, 77, encore une fois, c'est la visite, c'est le discours de Sadat à la Knesset, c'est ensuite les accords de Camp David, c'est ensuite la réalisation, la mise en œuvre de ces accords jusqu'en 82, on s'occupe tous, les yeux sont rivés sur cet ennemi numéro un d'Israël qui tout d'un coup conclut des accords de paix avec nous, qui tout d'un coup est hors jeu. Encore une fois, bien qu'il y ait Gush Emunim, bien qu'il y ait Sébastien, bien qu'il y ait Kadoum, bien qu'il y ait tous ces combats pour s'établir en Samarie, eh bien, ce sont des combats qui ne divisent pas le peuple. Au contraire, la plupart de la vieille garde travailliste et des kibbutznikim, on en a parlé, Meir Artzion, Nomi Shemer, etc., etc., Tabenkin, Ben Gurion, tous, Yigal Allon, tous sont pour le peuplement, aucune discorde. Même lorsque, comment il s'appelle, lorsque Shalom Arshav est fondé, l'essentiel des efforts et le but déclaré de Shalom Arshav, c'est la poursuite de la paix avec l'Égypte. C'est qu'on ne fasse pas marche arrière. Judée-Samarie, c'est quelque chose de tout à fait secondaire. Tout à fait secondaire. Ensuite, 82, même avant 82, 81, 80, après Septembre Noir en 70, lorsque les forces de Arafat, de l'OLP, sont chassées de Jordanie. Ils s'établissent peu à peu au Liban. C'est le front nord du Liban qui commence à s'échauffer avec les terroristes qui s'infiltrent, avec les attentats très difficiles contre des autobus avec des enfants à Manara, les enfants de l'école de Tzfat qui se font prendre en otage, etc. Donc c'est le front nord avec les opérations de Litani. C'est le front nord qui accapare notre attention, c'est-à-dire on est passé du sud où c'est la paix qui s'établit et de l'est où la ligne de la frontière entre nous et la Jordanie, eh bien ça devient ce qu'on appelle depuis la frontière d'un côté la plus longue mais aussi la plus calme d'Israël, et les yeux sont rivés sur la frontière nord. C'est le Liban. C'est de là-bas qu'on bombarde à coups de Katyusha les villes de Kiryat Shmona, Metula, Hanita, Manara, Rosh Hanikra. C'est là-bas que s'établit dans ce qu'on appelle le Fatahland, dans la bande sud du Liban, les forces de l'OLP qui terrorisent la population locale et qui bombardent les localités d'Israël Nord, ce qui engendre, pour finir, l'opération Litani, le 77, ensuite des opérations 78, etc., jusqu'à ce que se déclenche la guerre Shlom HaGalil, qui aujourd'hui est appelée la première guerre du Liban, en juin 82, après l'attentat contre l'ambassadeur d'Israël à Londres, Shlomo Argov. L'ambassadeur ne va pas être tué, mais il va être complètement paralysé. Il va pas être
ne peut pas perdre conscience pendant des années, il va mourir des années plus tard, mais c'est ce qui sert véritablement de raison, de mobile final pour débuter la guerre du Liban. Et puis, s'il y a un débat en Israël dans les années 82, 84, 3, 84, c'est sur le bien fondé de cette guerre. Septembre 82, c'est Sabra et Shatila, des Arabes chrétiens qui massacrent des Arabes sunnites et les Juifs qui se font accuser, comme l'a dit Menachem Begin, et des manifestations, je ne voudrais pas dire monstres, parce qu'elles n'étaient pas des manifestations monstres, comme le disent les gens de Shalom Arshav, la démonstration de 400 000 personnes sur qui massacrait Israël, il n'y avait aucune... c'était loin d'approcher des 400 000 personnes, mais quand même, 50 000 personnes, ça va pas à pied, c'est significatif. Et ce qui divise à l'époque la société israélienne, c'est le bien fondé de la guerre, c'est les promesses de Sharon de ne pas dépasser les 20 km, le Litanie, etc., de faire une petite opération, et puis pour finir, on arrive à Beyrouth, on arrive à Tripoli, au Liban, etc., etc. On nous a menti, on nous a ci, on nous a ça. C'est ce qui préoccupe la société israélienne à l'époque. Vous pourrez dire, mais là-bas, on a combattu avec l'Organisation de libération de la Palestine. Certes. Mais pourquoi est-ce que, après presque 15 ans de combat, d'actes terroristes, menés d'abord de Jordanie et ensuite du Liban, elle n'a eu pratiquement aucune réverbération dans les terres de Judée-Samarie. Shum davar. Rien du tout. Et voilà, donc on arrive petit à petit en l'an 87, 20 ans après la libération de la Judée et Samarie, où tout d'un coup, surprise totale, c'est le début de ce qui paraît en apparence, à l'origine, comme quelque chose de tout à fait secondaire. Un camion israélien fait collision avec une voiture arabe à Jebalia, à Gaza, et puis 4 ouvriers arabes sont tués. Enfin, ils meurent dans le cadre de l'accident. Et puis, suite à cet accident, il y a des masses de population de Jebalia qui commencent à jeter des pierres, à jeter des cocktails Molotov sur les Juifs qui voyagent naturellement en voiture par les routes de la Jebalia. Il n'y avait eu aucune crainte. Ils commencent à attaquer les convois militaires, les soldats, etc., etc. Mais on n'y prête pas trop attention. On n'y prête pas trop attention, et à tel point que le ministre de la Défense, Yitzhak Rabin, eh bien, il réfléchit, il hésite, peut-être il a un voyage à faire aux États-Unis, et puis il pense l'annuler, le reporter. Non, pour finir, il dit, bon, ça va, c'est quelque chose de pas trop important, c'est une petite escarmouche qui va s'éteindre, et puis il part aux États-Unis, mais jour après jour, on comprend que quelque chose se passe, et puis c'est une vague de feu qui s'étend de Gaza en Judée, en Samarie, et qui finit par englober toutes les routes de Yesha, Yehuda, Shomron et Gaza. Et on comprend que c'est quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, qui va bientôt même avoir un nom, Intifada, qui est aujourd'hui appelée la première Intifada, le réveil, le Itnaharut, pas vraiment le réveil, je ne sais pas comment dire la traduction exacte, peu importe, ce n'est pas si important.
on sait tous de quoi il s'agit. Et puis, on pourrait dire, ah, mais effectivement, donc ça a pris 20 ans. Il fallait qu'on passe à une autre génération qui n'a pas connu peut-être Israël vainqueur de la guerre des 6 jours, une génération qui a moins peur. Et pour finir, le temps a joué. Et bien voilà, naturellement, ça s'est fait. Pour finir, ça a explosé aussi dans le cœur d'Israël et pas seulement au Liban, en Égypte, en Jordanie ou ailleurs. Mais pour véritablement comprendre que ce que je viens de dire n'est pas aussi évident et n'est pas aussi juste qu'on pourrait le croire, eh bien, il faudrait revenir aux sources de cette intifada. Et ces sources, il faut les chercher au Liban. Entre parenthèses, il faut dire qu'il y a toujours un lien très, très étroit entre ce qui se passe en Judée-Samarie et ce qui se passe et à Gaza et ce qui se passe au Liban. Quelques semaines après le retrait israélien du Sinaï, eh bien, c'est le début de la guerre du Liban. C'est-à-dire, on passe, quand est-ce qu'on fait le retrait du Sinaï? C'est en avril 82. Quand commence la guerre du Liban, la première, en juin 82. C'est-à-dire, vous faites le compte, avril, mai, juin, c'est 2 mois. C'est 2 mois. Elle a commencé au début juin, c'est 2 mois. Ensuite, en 2000, l'intifada, la seconde intifada, la plus meurtrière, qui nous a coûté plus de 1200 vies, plus de 1200 juifs tués, sans parler de tous les blessés, eh bien, c'est la suite de quoi? Quand elle se déclenche en septembre, en septembre 2000, et suite à quoi? Suite au retrait israélien unilatéral du Liban en mai 2000, au mois de mai 2000. C'est-à-dire il y a un lien très étroit. On continue. 2005, c'est le retrait israélien unilatéral de Gaza, l'éviction et l'expulsion de tous les Juifs des 24 localités de Gaza et de Samarie Nord. Et l'année d'après, l'été d'après, 2006, c'est quoi? C'est la guerre du Liban. C'est-à-dire, on voit qu'il y a, c'est plus que des vases communicants, il y a un lien très, très étroit entre les différents fronts et cette division. Ici, on pourrait dire quel rapport? Ici, c'est l'Égypte, ici, c'est Gaza, ici, c'est le Liban, ici, c'est la Jordanie, ici, c'est l'OLP. Non. On comprend qu'on a affaire véritablement à une même entité, même si artificiellement, il dit non, ici, c'est les Palestiniens, là-bas, c'est les Libanais, là-bas, c'est ci, là-bas, c'est ça. Non, au contraire. C'est tout à fait faux. Et rien que de voir ce rapport très, très étroit, et ce n'est pas quelque chose, une coïncidence. Les gens le disent, c'est déjà, il y a des recherches à ce sujet, c'est évident, oui. C'est qu'une faiblesse ressentie et diffusée à un endroit se répercute immédiatement sur un autre front et on prend note et puis les hostilités commencent. Mais bon, ça, ce n'est pas de notre sujet d'aujourd'hui. Je voulais juste dire que quelle que soit l'année 82, 2000, 2005, etc., il faut savoir que même si aujourd'hui on parle de 5 différents fronts dont on est entouré, on a ajouté le front maritime, eh bien, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus unique, beaucoup plus 1 que 5. OK. Jusque-là, questions, remarques, etc. Non? On continue? Yofi. Top. J'ai dit que ça a commencé au Liban. Qu'est-ce qui a commencé au Liban? 1985, il y a une transaction qui se fait. Une transaction qui
depuis, a reçu le nom de transaction de Djibril, Iskat Djibril. Qu'est-ce que c'est Iskat Djibril? Ce sont 3 soldats israéliens tombés en otage dans différentes batailles au Liban, qui sont échangés contre 1150 terroristes les plus durs, les plus calés, arabes, qui étaient maintenus dans les prisons israéliennes. Et on parle de prisons de sécurité israélienne qui deviennent vides. C'est-à-dire, juste pour vous donner des noms, des noms de terroristes qui sont libérés. Donc, pour certains, ils ont acquis une notoriété très, très grande, entre guillemets. Le premier, c'est le japonais Kozo Okamoto, responsable de l'acte terroriste terrible à Lod, à l'aéroport de Lod en 1970. Un autre, c'est le cheikh Ahmed Yassine, pour ceux qui connaissent. C'est le fondateur, c'est quelqu'un qui va fonder le Hamas, le fondateur du Hamas à Gaza en 1987. C'est un autre nom célèbre, Djibril Rajoub, qui va être le commandant des forces de sécurité des structures sécuritaires de Arafat, qui va entrer avec lui à Gaza en 1993. Et puis d'autres personnes, d'autres grands noms du terrorisme et de la haine d'Israël. Ils sont libérés en mai 85, mais c'est une chose intéressante. Où est-ce qu'ils sont libérés? Vous videz vos prisons, on vide nos prisons, mais où est-ce qu'on les amène? Eh bien, les accords nous disent qu'on conclut et voté à majorité absolue par le cabinet d'union nationale israélien. Il y a juste une personne qui s'oppose, d'ailleurs une personne du Parti travailliste qui est Yitzhak Navon. Il était président, il est revenu à la politique pour devenir le ministre de l'Éducation. C'est le seul à s'opposer. Tous les autres votent pour et il échange 1150 terroristes avec le terroriste Ahmed Djibril, le commandant du Front populaire de la libération de la Palestine. Et dans le cadre de cette transaction, la moitié des terroristes sont libérés et peuvent rentrer chez eux. Ils ne sont pas expulsés. Ils ne sont pas expulsés au Liban ni ailleurs. Ils rentrent à la maison. Ils rentrent à Gaza, ils rentrent à Ramallah, ils rentrent à Shrem, ils rentrent à Hebron. Ils rentrent dans tous leurs villages de la Judée, Samarie et les villes de Gaza, etc. etc. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Toutes les cellules terroristes, tout d'un coup, reprennent vie. La structure terroriste, c'est-à-dire immédiatement, on le dit, je vais vous citer dans quelques temps 3 ou 4 ouvrages qui parlent de cette époque. Ils reviennent aux activités terroristes. Ce sont des personnes qui sont hyper entraînées, qui idéologiquement sont complètement endoctrinés, qui sont formés, qui ont fait l'école carcérale, on pourrait dire, qui ont noué des contacts avec tous leurs frères terroristes des différentes
régions et de différentes allégeances et appartenances. Ce sont véritablement des terroristes avec du kilométrage qui sortent. Sans parler du fait qu'avant d'avoir été emprisonnés, ce sont des personnes eh bien, qui ont été qui ont accompli des attentats, et plus d'un, qui ont tué des juifs, qui ont fait des choses atroces, abominables. Toutes ces personnes ressortent en tant que vainqueurs, ils sont accueillis en héros dans leur village et ils commencent petit à petit à reformer, à créer la structure terroriste qui en décembre 87, va prendre feu, va être déclenché. Et là, je voudrais vous donner quelques citations. Il y a par exemple ici un livre sur la première intifada de Ehud Yaari et de Zeev Schiff, des personnes qui écrivaient beaucoup ensemble, c'était sur la guerre du Liban, c'est aussi sur ça. Enfin bon, et là, je voudrais oui, aucune vision politique, ça on va y revenir. Ils disent la chose suivante. La majorité des personnes, des terroristes libérés, ont formé l'épine dorsale du leadership de l'intifada, qui a éclaté moins de 3 ans après l'accord. C'est-à-dire, il y a une période de gestation. Une période de gestation, de formation, de formation de cadres terroristes, qui a pris 3 ans. C'est beaucoup de temps. Cet accord a presque vidé les prisons des prisonniers de sécurité et renvoyé dans les territoires des centaines d'activistes formés et idéologiquement très bien calés. Ils n'ont fait aucun doute que les libérés, tous ces prisonniers libérés, dans le cadre de cet accord, ont joué un rôle prépondérant dans l'intifada. Autre citation d'une personne qui ensuite est devenue la tête de ce qu'on appelle du Shabak, et qui est une personne de gauche, même d'ultra-gauche, qui est une des têtes des combats, des luttes contre Netanyahou. Donc, on ne peut pas le soupçonner de parti pris nationaliste de droite, etc., etc. Il s'appelle Yuval Diskin. Et c'est ainsi qu'il a écrit. La libération des prisonniers dans le cadre de la transaction de Ahmed Djibril, c'est le facteur principal, primordial, qui a engendré le processus qui a mené à la première intifada. J'étais sur le terrain et on ressentait au jour le jour leur action. Cette masse de prisonniers et de terroristes qui a été libérée a construit le leadership, le nouveau leadership extrémiste et activiste, etc., etc. Maintenant, dernière citation, et peut-être la plus concise et la plus forte, c'est celle de Ahmed Djibril en personne, qui a dit, de manière très brève, c'est l'opération qui a semé les graines du soulèvement. C'est-à-dire, si on vous demande les causes, quelle est la cause de la première intifada? Quelle est la cause véritablement du retour, ou pas du retour, mais de l'arrivée du problème de la Judée-Samarie au centre, au premier plan de notre scène idéologique, politique, internationale, etc., etc., c'est la libération de 1150 terroristes, dont la moitié a atterri en pleine Judée-Samarie, en plein cœur d'Eretz Israël, et qui a transformé ces terres en université de terrorisme, école de formation à la haine et à la mort, et qui a été aussi, qui a fondé le Hamas avec Ahmed Yassin à Gaza,
qui ensuite est arrivé en Judée-Samarie et qui a, comment dire, qui était prépondérant pendant la première intifada et qui était le facteur principal de toute la vague d'attentats monstrueuses qui a déferlé sur Israël après les accords d'Oslo. Maintenant, ce n'est pas tout. Et je voudrais dire que ce n'est même pas l'essentiel de ce que je voudrais dire aujourd'hui. L'essentiel, c'est la suite. Donc, on va comprendre l'importance de la Hitiyashvut en Judée-Samarie. Je voudrais juste lire les questions que vous avez dites. Quelle motivation du gouvernement pour avoir accepté cet accord? Il y a tout un historique qu'on pourrait faire des transactions d'échange d'otages. Depuis la guerre d'indépendance et jusqu'à la transaction de Shalit. Dans les années 50, 60, même 70, c'était des transactions qui étaient presque du 1 contre 1 contre 2. C'était des prisonniers arabes échangés contre des soldats juifs. Et au niveau de proportion, c'était assez semblable. Au début des années 80, et puis ensuite, jusqu'à dans les années 70, il y avait un principe. On ne négocie pas avec les terroristes. On avait déjà des otages, pas seulement militaires avant. Je vous rappelle, juin 76, le vol d'Air France, le fameux vol d'Air France avec Madame Moreno. Oui, les soldats échangés étaient vivants. Mais il n'y avait pas de négociation avec les terroristes à Entebbe. Il y avait le commando qui est parti dans une opération qui était sans pareil dans les annales de l'histoire et on a libéré tous les otages presque. Jusque-là, c'était le principe, on ne négocie pas avec les terroristes, Nekuda. Dans les années 80, ça commence à changer. Il y a toute une cohorte presque de soldats du Nahal qui sont pris en otage. Leurs mères viennent pleurer littéralement au pied du ministre de la Défense, au pied de Yitzhak Rabin. Elle s'accroche à ses genoux, elle s'étale devant lui. Ramène-moi mon fils, ramène-moi mon fils. C'est une société qui est beaucoup plus civile, beaucoup plus civique que militaire. Il y a un changement de génération, c'est un esprit beaucoup moins, on pourrait dire, spartien, beaucoup moins combatif qui s'étend. Et ce qui fait que le gouvernement cède. Moshe Arens, qui est aussi membre, un ministre sans portefeuille dans le gouvernement d'Union nationale de Pérez et Shamir, entre 84 et 88, eh bien, il dit on a tous fait confiance à Yitzhak Rabin. Il y a eu même des débats, beaucoup de débats, halachiques à ce sujet. Est-ce qu'on peut rendre tellement de tâches? La halakha, en apparence, c'est l'interdit. Mais d'un autre côté, il y a toujours cette avamin, cette pensée qu'il y a un accord non écrit qui est une charte non écrite entre l'État d'Israël et les soldats qu'il envoie au combat, c'est qu'il fera tout pour les faire revenir sains et saufs du combat. Donc, il se peut que la libération même d'une quantité énorme de terroristes, pour finir, ça maintient le moral de l'armée et peut-être qu'en définitive,
c'est un avantage, c'est un atout. Enfin, il y a beaucoup de choses à ce sujet, ce qui fait que, et c'est une faiblesse. La mitzvah de Pidyon Shvuim, on en a parlé il y a une année ou 2 ans. C'est la mitzvah la plus importante, d'après le Rambam, de tout, de tout le Tariag mitzvot. Comprenez? Donc c'est pour ça. Maintenant, on peut dire, à l'époque, oui, même des personnes comme Moshe Arens, même des personnes comme Yitzhak Shamir, qui faisaient partie avaient voté pour. Le seul à s'opposer, c'était Yitzhak Navon. C'était Yitzhak Navon. Il ne pouvait pas se permettre de faire ça. Netanyahou, il était contre, effectivement, mais lui, il n'était pas ministre. Il était représentant aux Nations Unies, ambassadeur aux Nations Unies. Mais à l'époque, on était fatigué de cette guerre, on voulait faire revenir nos soldats à tout prix. À tout prix. Et on avait pris l'habitude que la Judée-Samarie, c'est calme. Il n'y a pas d'intifada. Il n'y a pas de guerre. Nos guerres, c'est loin. La Torah dit-elle que dans ce cas, c'est guerre totale pour les libérer. Si je vous comprends bien, Annie, si je vous comprends bien, c'est pour les libérer, il faut livrer la guerre, oui. Mais ce n'est pas toujours chose si possible, si facile. Ce n'est pas que la Torah, elle dicte des décisions sans prendre en considération la réalité stratégique, militaire, etc., etc. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais le fait est que, effectivement, depuis Iskat Djibril, eh bien, c'est un synonyme d'une transaction presque suicidaire. Presque suicidaire. Mais là, mais pas tout à fait. Pourquoi? À cause de ce que je voudrais vous dire maintenant. C'est que, d'un côté, tous les Israéliens qui viennent en Judée-Samarie pour des randonnées, pour ramasser des fleurs, à l'époque c'était permis, pour visiter le caveau des patriarches, pour aller à Jéricho, pour faire des achats par-ci, pour faire des randonnées par-là, eh bien, finita la comédia. Les Israéliens de Tel Aviv, de Hadera, de Netanya, de Beersheba, zéro. On se rend presque plus en Judée-Samarie. C'est dangereux. Dans les Batei Knesset, comme le dit Haggai Huberman dans ses 2 volumes sur l'histoire de la Judée-Samarie et de peuplement de 67 jusqu'au début des années 2000, eh bien, il dit tout d'un coup, dans les Batei Knesset, les Shabbatot, c'est des Birkat HaGomel. Birkat HaGomel, celui-là, il a reçu des pierres, celle-là, elle a reçu des cocktails Molotov, c'est ça, c'est passé à côté, il est resté sain, resté sauf, etc. Mais, chose étonnante, à part cela, on s'habitue à la nouvelle routine. Personne ne quitte la Judée-Samarie. Au contraire, l'Aïtiashvut continue. L'année qui suit le début de l'Intifada, 88, eh bien, c'est 7000 Juifs qui viennent s'établir à Ariel, à Elon Moré, au Gush Etzion, qui viennent s'établir. De nouvelles routes sont construites. Même de nouvelles localités sont construites. Talmon, Grouche Talmonim, le bloc Talmonim, Shim'a dans la Drôme Har-Hebron, le sud du Har-Hebron. On continue à s'établir, on continue à donner vie au même rythme. Et là, il faut poser une question qu'on ne pose pas suffisamment. C'est qu'est-ce qui se serait passé si ce n'est pour la présence juive en force en Juda, Shomron et Gaza. En 87, 88, 89, ça va durer quand même quelques années.
Qu'est-ce qui se serait passé avec la pression terroriste d'un côté, avec la pression de James Baker, le secrétaire d'État américain de George Bush, le père, qui est élu en 88 et qui fait une pression monstre sur le gouvernement de Yitzhak Shamir, sans parler de la communauté internationale, etc., etc. Qu'est-ce qui se serait passé? Je pense qu'il y a de très, très fortes chances, que si à l'époque, déjà, il n'y avait pas là-bas plus de 100 000 juifs, on ne serait pas resté là-bas. Israël, sous la pression de l'intifada, la pression internationale et la pression intérieure, je vous rappelle, 87, c'est l'année de la publication du vent jaune de Grossman, on en a parlé il y a quelques mois, qui tout d'un coup, c'est les 40 000 mots, comme le dit Haggai Segel, qui ont le plus fracassé la conscience israélienne, où tout d'un coup, quelqu'un nous dit, mais vous savez, vous êtes des occupants. Jusqu'à 87, ça veut dire que même la gauche, mais la gauche ne se considérait pas, on n'était pas occupant, on n'occupait rien, on est sur nos terres. On est dans le cœur de notre terre. Et puis là, tout d'un coup, vient Grossman, qui publie dans Koter et Rashid avec Nahum Barnea ce truc, qui ensuite sort sous forme de livre, qui est traduit dans je ne sais pas combien de langues, publié dans je ne sais pas combien de pays. Avec cette pression idéologique, la pression internationale, la pression terroriste, je ne pense pas qu'Israël aurait tenu. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas tenir? Ça veut dire revenir aux frontières d'Auschwitz. Ça veut dire que la ligne de front, eh bien, elle ne passe pas le long de la route numéro 60. Elle ne passe pas le long des localités arabes et juives de Gaza, Samarie et Judée. Non, elle passe à Kfar Saba, elle passe à Netanya, elle passe à Afula, elle passe à Beersheba. Elle passe à Nadbag, à l'aéroport de Ben Gurion. Donc, la dernière fois, quand on a parlé de la différence, vous vous rappelez, entre Shrem et Hebron. Pourquoi est-ce qu'à Shrem, on n'est pas resté, alors que là-bas aussi, on a une propriété acquise par les Avot, par Yaakov Avinu, pour Yosef. On a aussi un caveau de patriarche de Yosef. Là-bas, on s'est fait expulser sous pression terroriste internationale, etc. À Hebron, malgré toutes les pressions, on est resté. La différence, elle est très simple. À Hebron, il y a des Juifs qui habitent. À Shrem, il n'y en avait pas. Idem maintenant en 87 pour la Judée et Samarie. Et à l'époque pour Gaza aussi. On ne s'est pas replié pour une seule raison. Il y avait là-bas 100 000 Juifs. Plus ou moins, je n'ai pas les chiffres exacts pour l'année 87-88, mais environ 100 000 Juifs. Donc encore une fois, ce qu'on voit, c'est que les Juifs de Judée et Samarie, ils n'ont pas seulement sauvé la Judée et Samarie, mais ils ont sauvé Israël du retour des frontières d'Auschwitz. Et ça, c'est une chose très importante. Et avec votre permission, je vais retourner à la deuxième question, la deuxième idée reçue. Idée reçue que j'ai mentionnée, là j'ai dit que la Hitiyashvut, c'est ce qui a provoqué l'hostilité, l'intifada, etc., etc. C'est la source de tous nos malheurs. Et on voit au contraire. Au contraire, la source de l'intifada, ce n'est pas la présence juive, mais c'est une politique irresponsable qui consiste à libérer 1150 terroristes, dont la moitié vont s'établir et fonder leur université de terreur en Judée, Samarie et Gaza. Et c'est une réticence à exercer le pouvoir juif et la souveraineté juive en Eretz Israël. Ceux qui incitent à la révolte
ce n'est pas notre présence. Ce qui incite à la révolte, c'est notre absence. C'est notre absence là où on devrait être présent. C'est ce qui incite les Arabes à se révolter. Donc c'est une faiblesse identitaire. C'est une faiblesse, une hésitation à prendre responsabilité pour assumer tes responsabilités sur ton salon, véritablement. Judée-Samarie, c'est le centre de la maison juive. C'est ça qui nourrit nos opposants. C'est ça qui alimente leur haine. C'est ça qui fait persister dans leur esprit, est-ce que nous sommes les vrais juifs ou est-ce que nous sommes les nouveaux croisés? Si on a un doute, eux ont un doute. Jusqu'à 87, les Arabes de Judée-Samarie ne pensaient pas se révolter. Et ça, et c'est notre faiblesse identitaire, et c'est notre incitation idéologique, etc. Nous faites quelque chose, révoltez-vous. Comme l'a écrit David Grossman, qui, pour finir, a semé ce qu'on a récolté. Et je pense que c'est un argument qu'on peut entendre, mais qui n'est pas suffisamment entendu, qui aujourd'hui, il est plus facile parce qu'on voit ce qu'a provoqué notre retrait de Gaza, on voit ce qu'a provoqué notre retrait du Liban Sud. Tous les endroits où on doit être et qu'on laisse vide, eh bien, ils sont occupés par des forces des plus sombres qui existent sur le globe. Et ça a commencé avec la Judée-Samarie. Donc, c'est pas notre présence qui est la cause. Mais la véritable source, c'est notre absence, l'absence de notre souveraineté, l'absence de suffisamment de Juifs qui habitent ici, etc. Et regardez, qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de la souveraineté, encore une fois, c'est qu'on est ici presque un demi-million. Tout d'un coup, ça devient praticable. Donc, encore une fois, on voit que Eretz Israël et ses mesures, son épaisseur, c'est véritablement le reflet de l'identité, de l'intensité de notre identité. Notre terre est à la mesure de notre identité. Et notre identité à la mesure de notre terre. Ça va dans un double sens. Et lorsqu'on lit notre histoire, eh bien, on en voit l'illustration. Et c'est une chose qui est grandement actuelle encore. Voilà, je suis dispo pour vos commentaires, pour vos questions, un message. Voilà. Zéo, si vous avez des questions, qu'on élargisse, plus il y aura de juifs, plus il y aura. Oui, oui, mais vous comprenez, c'est pas seulement de l'irréversibilité, c'est plus que cela. C'est plus pas irréversible, c'est a posteriori. Oh, si vous n'étiez pas là, on aurait quitté, mais vous nous mettez des bâtons dans les roues du retour, etc. Non, c'est plus que ça. Parce que vivre ici, c'est pas seulement ne pas avoir peur. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que Eretz Israël, elle est une. Gush Etzion, là où j'habite, c'est beaucoup plus calme et beaucoup moins dangereux, même avec les Arabes qui habitent ici. Il y a les contacts avec les Arabes à Yafo ou dans le tramway de Jérusalem. Ken, avec tout. Mais, et ça, c'est aussi un point très essentiel, c'est que la Terre, elle est une. Il y a une ligne imaginaire, après ligne verte, etc., peu importe, elle est imaginaire. Mais le peuplement par des Juifs de la Judée-Samarie,
On n'entend plus rien. Oh, ah oui? Oui. Ouais. Ah, maintenant, c'est revenu. Merci. C'est revenu? OK. Qu'on est prêt à assumer notre terre et l'identité à laquelle cette terre nous oblige. Parce que Tel Aviv, Hadera nous oblige au Startup Nation. Hebron, Shrem, Jérusalem, Jéricho nous oblige à une Bible Nation. C'est quelque chose de tout à fait complémentaire, mais c'est très différent. Tu ne peux pas vivre ici et étant indifférent aux paroles que t'adresse cette terre. Donc notre présence en masse, nos voyages en masse, nos randonnées, etc., c'est quelque chose qui ne remplit pas seulement la terre, mais qui alimente notre identité et la renforce. Il y a un autre élément peut-être, si je peux me permettre, oui. C'est le Coran lui-même qui dit que finalement, il y a l'obligation de faire le djihad et que cette obligation religieuse s'arrête si on n'a aucune chance, c'est-à-dire que si l'adversaire est fort, alors la mitzvah pas l'intifada, mais de djihad s'arrête. Donc c'est aussi un élément. Absolument, mais je voudrais même aller au-delà. Il y a des histoires des témoignages qui sont très clairs. Quand on est monté sur le mont du Temple en juin 67, eh bien, des gens du Waqf, ils disent Yofi, enfin bon, pas Yofi, mais vous êtes venus récupérer le dépôt, le Picadon, Batem, le temps est venu de retourner, de vous rendre comment on appelle ça, le dépôt, oui. Le gage. Le gage, Toda. Donc, il y a une conscience. Mais si nous, on est pris de doute, alors eux, à plus forte raison. Maintenant, oui, je vois qu'il y a des choses que vous avez écrites. Juste 2 secondes. Il serait bon que l'État aide à proposer des logements plus abordables et assume développer des infrastructures et que, par exemple, sur Hebron, affirme ses droits, y compris obtenus par des accords. Absolument, absolument, bien sûr. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses que vous pouvez construire, etc., même sans avoir besoin d'accord de l'État, parce qu'il y a énormément d'unités de logement qui ont eu l'accord, mais qui n'ont pas été construites et qui peuvent être exploitables. Et il y a des entrepreneurs qui le font, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement au rythme du feu vert qui est donné par le comité de l'Haïti Ashvot, etc., mais il y a des choses au-delà. À mon humble avis, Annie, cette faiblesse d'Israël face au terrorisme est une des raisons fortes de la faiblesse de l'Aliyah depuis l'Europe. Il y a, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire c'est clair. S'il y a faiblesse identitaire, si le bas blesse ici, eh bien, vous avez aussi froid, pas seulement à la jambe, mais aussi ailleurs, parce que, enfin bon, mauvais exemple, mais c'est vrai que l'identité, lorsqu'elle s'affaiblit, eh bien, généralement, ça se répercute à plusieurs endroits. D'ailleurs, c'est que, par exemple, je m'excuse de le dire, mais Israël, si ce n'est de déclarer qu'il veut voir plus d'olim qui viendraient de France, d'ailleurs, etc., eh bien oui, mais ce n'est pas des déclarations qu'il faut faire. Donc, c'est plus que cela. Et plus que cela, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites, on le sait. Cela dit, encore une fois, ça doit être un réveil d'en bas, une route millémate. On n'a pas besoin d'attendre, on n'est plus à l'époque, on doit attendre, est-ce que l'État va nous donner tant, va nous donner ci, va nous donner ça? Non, c'est un État où chacun a sa mission. Et Baruch Hashem, on a cette maison formidable. Et puis à nous maintenant de parfaire chacun selon ce choix, la chambre, le jardin, le ciel, la terre, etc. Voilà. Voilà, chers amis. Beseder Gamou. Merci. Merci beaucoup. C'était extraordinaire. Oui, merci à vous. Merci à vous. Besimcha Rabba. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et Kol Tov. להתראות. תודה רבה, יישר כוח. ברוכים תהיו. עודד מאוד. תודה. כל טוב. ממש כל טוב.
Litrat. Petra. Leave meeting. Sensationnel, ce mec.